Bonjour à tous, aujourd'hui sur Fort FM, on accueille une femme qui incarne à la fois la passion, l'engagement et l'esprit d'initiative, Véronique Gaudron, bonjour. Bonjour David, ravi d'être là. Ravi de t'avoir invité, comment tu vas aujourd'hui? Écoute, parfait, merci beaucoup et j'espère que toi aussi. Oui, merci. Tu es coiffeuse depuis l'âge de 14 ans et très jeune, tu reprends le salon de ton patron et quelques années plus tard, tu vas encore plus loin. Tu fondes avec d'autres professionnels un groupement baptisé l'Excellence des Coiffes. Objectif, mutualiser les forces, défendre un savoir-faire et promouvoir le Made in France dans un métier trop souvent uniformisé. Véronique, tu es entrée dans le monde de la coiffure très tôt. Qu'est-ce qui t'a attirée à 14 ans dans ce métier ? Alors, contrairement à beaucoup de personnes qui disent « j'ai toujours voulu faire ce métier et je suis dans ce métier », moi, c'était plus mon besoin d'indépendance. Ouais. En fait, très vite, j'ai voulu voler de mes propres ailes. Et qui de mieux que de partir dans un métier de l'artisanat pour pouvoir voler de ses propres ailes le plus tôt possible. Donc, je voulais un métier artistique parce que je voulais aussi exprimer aussi ma passion de l'art. Oui. Et j'avais plusieurs choix de métiers. Et quand je suis entrée dans la coiffure, je ne savais pas si j'allais y rester parce qu'à 14 ans, c'est compliqué de choisir une voie et de se dire on va y rester une certaine période de sa vie, voire toute sa vie, on n'en sait rien. Ouais. Mais ce métier, je crois que j'ai choisi le bon parce que plus le temps passe et plus je suis devenue une passionnée. Et la preuve, c'est qu'à 59 ans, je suis encore dans ce métier. Donc voilà. Mais racheter le salon de son propre patron, ce n'est pas commun. Comment cette aventure a-t-elle commencé et surtout, comment l'as-tu vécu à cet âge ? Alors, j'ai repris le salon, donc j'ai été formée 8 ans dans un salon. Oui, tu avais 22 ans, je crois. 23 ans, voilà. J'ai racheté le salon quand j'avais 23 ans. Tout simplement, j'ai des parents dans le commerce. Ma maman était commerçante. Et moi, j'avais des envies d'évasion. C'est-à-dire que j'avais décidé je voulais partir en tant que coiffeuse dans les clubs, je voulais voyager. Ouais. Et un jour, ma patronne m'a dit, je vais vendre. Et j'ai ma maman qui m'a dit, ce que tu fais pour les autres, peut-être que tu pourrais le faire pour toi. Mais stratégiquement, maintenant que je suis moi-même maman et mamie, j'ai compris pourquoi elle l'a fait, parce qu'elle s'est dit, si elle s'en va, elle ne reviendra plus. Donc, autant la garder sur Forbach et de racheter ce salon. C'était compliqué, parce que 23 ans, c'est très jeune. Je me suis retrouvée très tôt sur, les responsabilités. Avec toutes les responsabilités. Les responsabilités d'un chef d'entreprise, donc c'est très, très compliqué. Et je me suis aussi retrouvée avec des collègues qui sont devenus mes salariés. Oui. Donc, encore quelque chose de compliqué. Et on sait très bien que gérer l'être humain, c'est compliqué. Je le vois encore aujourd'hui avec ce que je fais maintenant. Et du coup, tu crées donc l'Excellence des Coiffures quelques années plus tard. Et d'où est venue l'idée de créer ce groupement avec d'autres salons ? Alors tout simplement, on est sorti d'une énième réunion de corporation de notre syndicat de la coiffure où on nous annonçait de nouveau des augmentations mutuelles obligatoires, en fait des contraintes administratives de nouveau fortes. Et on s'est dit, mais comment qu'on va continuer à survivre, en tout cas à gagner correctement notre vie de cette manière-là. Et c'était aussi l'époque où les franchises, donc les grands groupes, allaient très bien. Donc on s'est dit, mais pourquoi eux ils vont bien et nous les petits coiffeurs indépendants on va moins bien? Et on s'est dit pourquoi pas créer un groupement qui a les avantages de la franchise sans les inconvénients, parce que moi je suis une indépendante, tu l'as compris, à 14 ans je suis rentrée dans l'artisanat, je suis devenue coiffeuse pour être indépendante, et donc je voulais pas avoir les obligations d'une franchise. On sait très bien qu'une franchise, on a des règles à respecter, on a un contrat à respecter. Et ça coûte aussi beaucoup d'argent, puisqu'ils ont une partie de ils ont des redevances qu'ils demandent régulièrement tous les mois. Donc on a voulu un peu l'avantage des franchises, notamment pour les achats, c'est-à-dire mutualiser nos achats, mais pas que. Parce que ce qui était aussi important, c'est que quand on est seul dans un salon en tant que coiffeur indépendant, des fois on se sent souvent seul face aux responsabilités, face aux décisions à prendre, face aussi comment je gère mes salariés, comment je fais pour que ça aille bien dans mon salon. Et on s'est dit, ce serait bien qu'on réunisse nos forces pour qu'on se voit régulièrement, qu'on échange et aussi qu'on se forme en fait, on se formait en mutualisation. Parce que dans chaque salon, il y a des compétences. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir une coiffeuse qui sera meilleure. Je donne un exemple, en chignon. L'autre, elle va être très bonne en coupe-homme. Donc, au départ, on se formait en interne. Et ça, c'était plutôt sympathique. Parce qu'on prenait les forces de chacun et on s'en servait. Mais aussi, on a commencé à mutualiser nos achats. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est clair que quand on est un petit salon, on n'a jamais de remise nulle part.
on paye tout plein pot, contrairement aux franchises qui sont des grands groupes. Et on s'est dit, on va négocier nos achats, on va essayer de se dire, on va contacter les marques. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, moi, j'ai pris le travail de l'administrateur, de tout ce qui était paperasserie, parce que ça aussi, souvent, les artisans, ils n'aiment pas trop ça. Donc, moi, j'ai pris ce rôle-là. Donc, j'ai fait des courriers à toutes les marques. Et à l'époque-là, il y a une marque qui nous a répondu. Mais en plus, c'était une marque qui nous convenait bien, puisque c'était une marque qui prenait le Made in France. D'accord. Donc très vite, qui s'appelle Eugène Perma. Eugène Perma professionnel. Okay. Donc ils ont cru en nous. Moi, je leur ai garanti 20 clients. Donc c'était plutôt pas mal, parce que 20 clients d'un coup pour une marque, on s'est dit, voilà. Et ils nous ont fait confiance. Et surtout, alors bien sûr, hormis la remise commerciale qui n'est pas négligeable, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de petites économies quand on est chef d'entreprise, mais en attendant, hormis la remise commerciale, ils nous ont aussi accompagnés. Donc accompagnés dans le fonctionnement de nos entreprises, dans la dynamique, dans les opérations commerciales, dans les formations aussi. Donc depuis 2012, puisque le groupement a été créé en 2012, je voulais m'arrêter à 20 personnes, 20 salons. Je me suis dit, c'est bien, 20, on est bien, puisqu'on peut déjà faire plein de choses. Mais t'as fait plus, quoi. Et là, on a mis un beau gros zéro derrière, puisqu'à date, on est 310 membres. Wow. Et vous avez fait le choix donc de travailler avec un fournisseur français. Et pourquoi ce choix ? C'est parce qu'en fait, vous voulez aussi prôner vraiment ce Made in France. Tout à fait. Alors, je pense que l'ADN du groupe s'est aussi bâti ensuite grâce à ça, grâce à ce Made in France. Eugène Perma, c'est un laboratoire légendaire. Je vais te faire l'historique un peu d'Eugène Perma. Eugène Perma, c'est un laboratoire avec une vraie histoire. Eugène Perma, c'est donc Eugène et Perma qui se sont ensuite associés en tant qu'Eugène Perma. Le laboratoire a plus de 100 ans d'existence, donc c'est pas rien dans le métier de la coiffure. Et je pense que c'est un des groupes, en tout cas les 10 dernières années, qui a le plus évolué dans le cleanage des produits. Donc on a des produits de plus en plus safe, de plus en plus sains, de moins en moins agressifs pour les coiffeurs et pour les clients. Et en plus, ils travaillent beaucoup dans l'éco-responsabilité et ils ont aussi été les précurseurs dans le vegan. C'est-à-dire que très rapidement, avant que la loi sorte en France, parce que maintenant, un laboratoire cosmétique est obligé d'être vegan, ce qui n'était pas le cas avant, Eugène Perma l'était déjà. Donc ils ont été précurseurs sur beaucoup de choses. Et ça nous a bien plu, parce qu'on s'est dit, là, on a enfin un labo qui bouge et qui fait des choses, sans compter ce côté humain qu'ils ont, parce que ça reste une ETI, c'est une petite entreprise. Et contrairement à des grosses boîtes de laboratoires cosmétiques que je ne vais pas citer, parce que ça s'appelle de la concurrence, mais qui sont cotées en bourse et qu'il n'y a plus... c'est des grosses entreprises. Là, on est plutôt dans une entreprise à taille humaine, avec les dirigeants avec qui on peut dialoguer, en tout cas, ils nous ont fait confiance. Et en 2015, on a passé la barre des 100. J'ai pas compris ce qui se passait, parce que j'avais mon salon à Forbach. J'étais professeur aussi, puisque j'étais professeur de coiffure. Et je me suis dit, on est 100, mais qu'est-ce qui se passe ? Et d'un coup, on était 200. Et puis là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. On sent que les coiffeurs ont besoin d'accompagnement. Donc maintenant, l'excellence, on est devenu une grosse famille. C'est vraiment une grosse famille. La preuve, c'est que dans les régions, parce que l'excellence est basée dans le national, donc bien situé dans le Grand Est, puisqu'on a démarré à Forbach. Il faut quand même savoir qu'on a démarré à 4 salons de Forbach. Donc en Moselle, on est bien implanté, mais ça s'est agrandi vers le Grand Est. Donc tout ce qui est Champagne-Ardenne, le Doubs, Besançon, Arbouan. On a des adhérents en Belgique même. Donc voilà, on s'est ouvert vers le nord-ouest aussi maintenant, donc Quimper, le Finistère, et on a aussi une petite antenne en Occitanie. Donc voilà, c'est vraiment dans le national. J'aurais jamais imaginé en faire mon métier un jour. Moi, j'étais bien dans mon salon de coiffure, j'étais bien en tant que coiffeuse, j'adore mon métier, j'adore transformer les gens, j'adorais mes clients. Et j'étais aussi très bien en tant que prof, parce que j'ai adoré transmettre. Donc j'avais une carrière qui était toute tracée. J'aurais jamais pensé un jour arrêter tout ça et me consacrer à ce groupement que je pensais jamais en arriver là. Donc c'est une belle histoire que je suis en train de raconter là. J'ai eu du mal à me rendre compte de ce que j'étais en train de faire. Maintenant, je commence à en être fière. La preuve, c'est que j'ai accepté cette interview parce que je me dis que c'est peut-être le moment d'en parler. Je suis pas assez communicante là-dessus. Peut-être je me mets pas assez en avant. C'est peut-être possible aussi. Dans le sens que tu es en fait un exemple d'une Forbachoise qui a vachement bien réussi. Alors ouais, voilà. Alors là, David, franchement, je crois que je peux le dire maintenant. Je pense que par le biais de mon travail, bien sûr, parce que gérer 310 salons, c'est beaucoup de temps, c'est énormément de temps. C'est aussi
je suis disponible, c'est-à-dire que les adhérents peuvent m'appeler à n'importe quel moment, je leur trouve la solution qu'ils ont besoin. Ça aussi, c'est très important. Ils ont un souci dans leur entreprise. Alors, on a des gens qui nous accompagnent, mais là, on a des accompagnements individualisés. Donc, des coachings aussi, des formations personnalisées. Des fois, ils ont besoin de telle et telle thématique. Je vais leur mettre en place. En tout cas, je me suis entourée d'une équipe qui est super dynamique aussi, qui me ramène plein d'idées. Et c'est comme ça qu'on gère l'Aix-en-Provence. Donc oui, je pense que je suis une forbachoise avec un CAP, je vais le dire, parce que là aussi, on dit toujours à l'artisanat, t'as qu'un CAP, j'ai entendu ça 1001 fois, en plus blonde, les yeux bleus, je suis coiffeuse et j'ai un CAP. Mais je le revendique parce que je me dis que c'est que en ayant des idées comme ça qu'on peut y arriver. Et je peux le dire maintenant devant ce micro qu'on est on est le plus grand groupement de coiffeurs en France. En France, ouais. Donc, c'est plutôt vraiment une belle histoire. Et justement, vous faites même maintenant des webinaires, des réunions entre professionnels, des échanges réguliers. Comment ça se passe justement tout ça? Et est-ce que tu formes aussi des jeunes tu t'impliques aussi dans la transmission de ce métier? Alors j'ai été 15 ans prof, 15 ans, j'ai préparé des élèves en CAP, en BP, en mention complémentaire. Je suis également, alors ce qui est assez sympa, c'est qu'avec la société avec laquelle je travaille, qui est Eugène Perma, comme j'ai un bon passif dans les écoles, ils m'ont demandé aussi d'intervenir pour eux dans les écoles. Donc je continue à être avec des jeunes. Et pour moi, les jeunes, c'est l'avenir. C'est nos coiffeurs de demain. Il faut les former, il faut les conseiller. Je suis énormément aussi de futurs chefs d'entreprise dans leurs projets d'entreprise. Alors, je peux le dire aussi, c'est que je suis aussi vice-présidente de la Chambre de métier chargée de l'éducation. Alors, la Chambre de métier accompagne les artisans régulièrement dans leurs ouvertures de salons, dans la transmission, dans la reprise. C'est encore facile ça aujourd'hui quand même? Alors, faut quand même savoir qu'une entreprise qui a accompagné, c'est une entreprise qui va perdurer dans le temps. Le pourcentage est beaucoup plus fort du fait qu'elle va continuer à exister. Et moi, je m'en rends compte avec l'excellence aussi. Quand ils sont accompagnés, qu'ils font pas... En fait, on essaye de leur ramener les erreurs que nous, on a faites nous-mêmes. Je vais donner un exemple d'erreur que moi, j'ai faite, que je conseille maintenant aux jeunes de ne jamais faire. J'ai repris un salon, alors peut-être que les forbachois qui vont nous écouter s'en souviendront, qui s'appelait Hirsch. Donc, c'était un salon haut de gamme. Moi, je sortais d'un salon moyenne gamme, donc avec un positionnement moyenne gamme. Je suis arrivée dans ce salon et quand j'ai racheté très vite, puisque la patronne m'a dit au bout de 6 mois qu'elle allait vendre. Donc j'étais 6 mois dans du haut de gamme. Et quand j'ai racheté, la première bêtise que j'ai faite, j'ai baissé les prix. Parce que je ne me sentais pas capable de faire du haut de gamme. J'avais l'impression que ce que je faisais, ça ne valait pas du haut de gamme. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si tu veux, c'est la première erreur que j'ai faite. Donc, c'est souvent ce que je leur dis, ne vous dévalorisez pas. Vous avez un réel savoir-faire. Et donc, ça passe aussi par la facturation. Malheureusement, les coiffeurs, on travaille beaucoup dans la bienveillance. C'est quand même un des seuls métiers de l'artisanat qui ne se facture pas assez, à sa juste valeur. Donc ça, j'essaie de leur inculquer, de leur dire, soyez fiers de ce que vous faites. Si vous avez des choses que vous ne savez pas faire, vous allez vous former. Il y a des formations pour ça. On a souvent des points où on est très fort et d'autres moins forts. Donc là où on est moins bon, on va se former. Et on devient des professionnels. Et le consommateur d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il cherche? C'est ça. Faire confiance, moi je dis, on ferait des kilomètres pour trouver un bon coiffeur. Donc, quelque part, il ne faut pas se dévaloriser quand on fait du bon travail. Et c'est aussi comme ça qu'on se démarque face à la concurrence. Donc oui, alors on organise des réunions, on se voit dans les régions, on se voit souvent en formation aussi. Donc effectivement, je continue à faire de la formation. Dans certaines thématiques que je maîtrise bien, ce que je maîtrise moins bien, j'ai de collègues qui le font à ma place, parce qu'on a tous des compétences dans tel et tel domaine. Donc voilà, donc on essaye de former au maximum nos adhérents. Et la force du groupe, c'est que justement, comme ils sont formés régulièrement, ils vont bien. Mais ils vont bien, voilà. Ils vont même très bien. Et selon toi, quelles sont les plus grandes difficultés du métier aujourd'hui ? Alors, je pense que la conjoncture actuelle est compliquée parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, je pense que là, je parlais du gouvernement, je suis désolée, mais en ce moment, il ne fait rien, il ne prône pas en notre faveur. On est un des pays les plus taxés du monde, on est d'accord ? Donc, s'il vous plaît, arrêtez de nous taxer. Laissez travailler les gens qui ont envie de travailler. Et c'est ça, c'est un message que j'ai envie de leur donner.
on est la force vive. Il faut quand même savoir que l'artisanat, c'est la première entreprise de France. Oui. Laissez bosser les artisans et arrêtez de les taxer. L'État n'a pas encore compris qu'il faut aider les gens qui travaillent. On est d'accord, et surtout les laisser travailler, parce qu'on a des normes en France. Mais là, je vois maintenant avec Eugène Perma, on revient sur le Made in France. Oui. Fabriqué en France, aujourd'hui, ben c'est une mission. Oui. Parce qu'ils ont des normes tellement draconiennes qu'on n'impose pas aux autres pays. Donc ça aussi, c'est des choses qui... Alors, on ne changera pas le monde, hein, on va devoir faire avec. Mais là, le côté compliqué, c'est ça. Et ce qui est compliqué aussi, quand on s'installe, quand on est artisan, on est des artistes. En tout cas, nous, les coiffeurs, c'est ça. On est souvent des artistes et on est confronté très vite, là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à la gestion, aux chiffres. L'administratif. À tout ce qui est administratif, qui est très, très lourd en France aussi. Et du coup, c'est clair que ce n'est pas vraiment notre domaine de compétence. Et c'est là-dessus aussi que l'excellence des coiffes intervient. C'est-à-dire que quand on peut... Alors moi, je n'ai pas le regard du comptable. Le comptable, il classe des chiffres dans un bilan. Mais moi, je vais leur dire, attention, là, c'est peut-être un peu trop. Là, vous pourriez économiser ça. Ça aussi, c'est important. Donc, on a on travaille en famille. Donc, dans ce groupement, il y a des compétences énormes dans tout le groupe. Et on va s'entraider. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc moi, je pense qu'une entreprise accompagnée, que ce soit par la chambre de métier, dans un domaine plus général, mais ensuite dans une spécificité comme un groupe, comme l'excellence des coiffes, on va mieux parce qu'on évite les bêtises et on évite ce qui fait que on dégage pas de marge. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement encore pour valoriser davantage le métier de coiffeur ou coiffeuse, quoi ? Alors, comment valoriser le métier de la coiffure ? Je pense que... Alors, on a réussi à valoriser les métiers de la bouche. Oui. Avec la boulangerie, avec la restauration. Les médias, ils y sont pour beaucoup. Oui. Moi, je pense que on a fait des émissions énormes qui ont fait que on fait décoller les inscriptions en pâtisserie avec des meilleurs ouvriers de France, avec des concours de pâtisserie. Je pense que médiatiser ces métiers, et il faut revaloriser l'apprentissage, il faut revaloriser ces métiers qui nous font vivre en fait. Moi je dis toujours, et je le dis souvent, imaginons-nous un monde sans artisans. Ouais, sans plombier du coup. C'est impossible à imaginer. Donc sans artisans, le monde ne vit plus. Bah oui. Alors j'ai un député, il va peut-être se reconnaître, le pauvre, s'il m'entend, mais j'ai un jour un député, j'ai entendu qu'il a dit, oui, les artisans, ce sont des gens intelligents de la main. Il a voulu bien faire en disant ça. Mais la main, c'est qui l'a fait bouger ? C'est le cerveau. C'est le cerveau, ouais. Donc ça veut dire quand même qu'on est encore au stade où on pense qu'on n'est que intelligent de la main. Mais non. Mais non, je suis désolée. L'intelligence, ça ne se passe pas par les métiers manuels. Bien sûr. Donc c'est ça qu'il faut revaloriser. Et des parcours comme le mien maintenant, c'est ça ce que j'ai envie de leur inspirer. C'est que quand on a des idées, il faut aller au bout des choses, il faut aller au bout de ses idées et on peut réussir. Alors, je veux dire, moi, qui aurait dit un jour que je gérerais 310 salons de coiffure ? C'est juste pas possible. Oui. Et même encore aujourd'hui, quand j'y pense et quand je vois ce que je fais de ma journée, je me dis, waouh, quoi, t'as réussi. Alors c'est dommage que mes parents sont plus là pour le voir, mais j'aurais tellement aimé que mes parents le voient et soient fiers de ce que j'ai fait. Je pense qu'ils seraient fiers, oui. Parce que mon père était artisan aussi, il était couvreur de métier. Oui. Ma maman faisait les marchés. Vous voyez, on est d'une famille tout à fait simple. Oui. Quand on parle d'intelligence, c'est pour ça, moi, ça me fait sortir de mes gonds. À un moment donné, ça passe par le travail. Donc les jeunes, on a encore de beaux jours à venir. L'artisanat, on en a besoin, et notamment la coiffure. On a vu en 2020, quand il y a eu le Covid, on s'est battu pour passer essentiel. Et on a réussi. On est devenu essentiel. Je ne sais pas si tu te souviens de ce relan de coiffeurs qui posaient nus sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Je me souviens de pas mal de choses. Mais celle-là était quand même particulière. C'était particulier, mais en attendant, ça voulait dire que le consommateur, il avait besoin de nous. Oui. Les clients, on leur manquait. Parce que se sentir belle, c'était se sentir bien déjà, ça permettait un petit peu de passer cette étape, c'est-à-dire déjà d'avoir un beau regard sur soi, parce que sinon... Exactement. Donc là, je parle que de la coiffure, donc c'est vrai que revaloriser... Alors, je trouve qu'après le Covid, on a eu un relan de revalorisation. On se dit, ça y est, on parle des coiffeurs. Voilà, mais ça s'est vite de nouveau atténué. Donc, non, je pense qu'il faut prôner haut et fort, mais que ce soit autant les grands de ce monde, autant les gens qui font des grandes études, parce qu'on parle de grandes études,
J'ai fait 9 ans, moi, d'études. 9 ans. Alors, c'est quoi les grandes études? C'est combien d'années? On doit en faire 50. Tu vois, c'est ça ce que je trouve. On est tous différents. Et cette différence-là, c'est important. On a besoin d'artisans, on a besoin d'informaticiens, on a besoin... Mais c'est ça qui crée un monde. Mais pourquoi on valorise plus les uns que les autres? Et ça passe partout, hein. Ça passe par le salaire, ça passe par la reconnaissance. Je trouve que nos politiques ne sont pas assez reconnaissants envers ces métiers de l'artisanat. Et justement, avec un peu de recul, un peu de hauteur, on voit ton parcours, on voit ce que tu es devenu, la personnalité aussi que tu dégages. Pour le mot de la fin, si tu devais parler à une ado de 14 ans qui veut se lancer dans la coiffure aujourd'hui, comme toi à cet âge, tu lui dirais quoi? Ce que je lui dirais, déjà crois en tes rêves. Ouais. Si c'est ton rêve, vas-y. Et arrête d'écouter les conseillers d'orientation. Je suis désolée, j'ai rien contre vous. Mais moi, à 14 ans, quand je leur ai dit que je voulais sortir, ça c'est ce qui est dramatique, c'est qu'il y a 40 ans, c'était déjà le même discours. Oui. J'ai un proviseur, j'étais au lycée Jean Moulin, hein, comme ça, de toute façon on est à Forbach, donc les gens connaissent. Hein. Oui. On n'est pas sur une radio où les gens connaissent pas. J'étais au lycée Jean Moulin, le proviseur du lycée Jean Moulin, il a dit à ma mère, je la laisse pas sortir, elle a un trop bon bulletin. Donc j'ai dû lui rendre des copies blanches et mettre des zéros dans le 3e trimestre pour pouvoir sortir de l'école. C'est quand même terrible de se dire que on conseille des jeunes qui ont envie d'autre chose. À un moment donné, moi, ce que je dis aux jeunes, croyez en vos rêves. On ne sait pas. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans un métier, vous n'êtes pas censé savoir si vous allez le faire toute votre vie. Mais ce n'est pas grave. On a le droit de changer d'avis, on a le droit de faire autre chose dans la vie. Mais testez et arrêtez d'écouter ce que les gens racontent autour de vous, parce qu'on a un métier où on peut s'éclater. La coiffure, on peut faire plein de choses. Hein. On peut être commercial d'une marque, on peut être ambassadeur d'une marque, on peut faire des concours, on peut faire des shows, on peut faire plein de choses. Et en plus, on rend les gens beaux. C'est-à-dire que moi, je trouve que pour la société, on est important pour la société, parce qu'on les rend bien. On parlait de malaise tout à l'heure, mais voilà, ça passe aussi par ça, l'image de soi. Donc c'est important. Croyez en vos rêves, les jeunes. Et si vous avez un souci, appelez-moi. Voilà, ça c'est beau ça. Merci Véronique Gaudron d'avoir partagé avec nous ton parcours inspirant, ta vision du métier et ton engagement aussi pour une coiffure exigeante, respectueuse et locale. L'excellence des coiffes, ce n'est pas juste un nom, c'est une démarche concrète qui prouve que la passion du métier peut rimer avec innovation, entraide et qualité. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. À bientôt Véronique. Merci pour ton invitation. Et merci encore de l'avoir accepté. À très vite sur Fort FM. Bye. Bye.